Voilà, le risque, la probabilité, qui est calculée ici, est de donc 1%. D'accord? Le risque d'être au-dessus est d'1%. Donc pourquoi c'est si peu? Parce que je suis déjà 4,7, c'est en dessous de 5, mais en plus, on peut imaginer avoir un dessin qui ressemble à ça. Donc tout à l'heure, j'avais 84% de chance d'être au-dessus. Maintenant, j'ai un dessin qui correspondrait à quelque chose comme ça. Graphiquement, il nous a montré qu'il y avait un étalage normal des données. Lui, il a reconstruit par rapport aux données réelles qu'on a mesurées, il a reconstruit un modèle théorique, qui est cette courbe de Gauss. Par rapport à ce modèle théorique, donc, qui est décrit, comme je vous ai dit, il y a des statistiques descriptives, qui est décrit par cette valeur moyenne de 4,7, d'accord, et que je veux comparer, que moi, artificiellement, je compare par rapport à une limite que je me fixe de 5 secondes, lui me dit, le risque d'être au-delà est de 1,2, qui est super faible. Donc je me dis, bon, ben ça va, je l'accepte ce risque. S'il avait été comme tout à l'heure de 80%, non, là, c'est pas bon. J'ai plus de chances d'être au-delà des 5 que d'être en deçà des 5. D'accord? Et là, typiquement, quand on a une valeur de 5%, quand on est en dessous d'une valeur de 5%, on prend le risque. On se dit, ça va, on a, si vous voulez, validé ou vérifié ou prouvé que l'idée était bonne. Donc c'est ce qu'on va faire toujours. On va, quand je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser partout, tout le temps, pour n'importe quoi, parce que il y a une compétence, on va utiliser ces gens-là pour les choses qui valent le coup. Mais comme pour les choses, si vous voulez, si vous avez un déploiement, si vous faites de la gestion et que vos décisions coûtent cher, si vous vous trompez, c'est hyper intéressant toujours de calculer un risque, une probabilité. Comme ça, vous validez votre idée et ensuite vous la mettez en place. Donc voilà, ça c'était une application. Si j'avais voulu faire les choses proprement, je n'aurais peut-être pas utilisé le test T, mais j'ai utilisé le test T parce que c'est dans les deux cas. En réalité, j'utiliserai un autre test. Mais peu importe, ce que je voulais vous montrer, c'est le calcul de probabilité. Et le travail du black belt ou du green belt, ça va être de savoir quel est l'outil qu'il devra utiliser dans quel cas. Et c'est pour ça qu'on passe un peu de temps ensemble. Et ensuite, non, de faire des propositions. Nous sommes force de proposition. Nous allons voir la direction et on propose voilà, des concepts, des idées. On dit, on a pensé à telle chose pour régler tel souci. Ça fonctionne. Bon, il y a toujours un risque. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque? S'ils ne sont pas prêts à prendre le risque parce qu'il est trop élevé, ce qui ne serait pas le cas ici, hein, parce que là, ça marche bien, je veux dire, je suis assez content du résultat. Si on avait eu un risque plus élevé, bon, bah, on viendrait modifier le processus, proposer des améliorations et refaire le test jusqu'à temps que ce soit validé. Vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non. Donc, on va revenir sur la présentation. Donc ça, c'est comme je dis, c'est un peu la partie hardcore. Il faut passer un peu de temps, mais une fois que c'est compris pour toujours. Quoi. Ce sont des maths, c'est compris pour toujours, et vous avez vu, c'est assez rapide. Alors que mettre en place, proposer des idées lignes, c'est long, mais c'est plus facile à se l'accaparer. Là, c'est un peu plus grave. Donc là, on a validé notre système. Bon, j'avais préparé des choses, c'est ça que je vais mettre à jour. Je vais mettre à jour avec les valeurs que l'on a relevées. Finalement, sur ces valeurs, sur ce pilote que l'on aura réalisé, on va typiquement calculer ou combiner ce qu'on appelle une scorecard, une carte, si vous voulez, d'évaluation. Donc la carte d'évaluation, elle reprend, si vous voulez, les CTQ que l'on avait proposés au départ dans la maison de la qualité, qui sont ici. Avec leur unité de mesure, donc ça, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est juste, je fais du copier-coller. Ici, j'ai réfléchi à des valeurs avec le client, parce qu'une fois que j'ai réfléchi avec le client, je dis, monsieur le client, vous m'avez proposé ces CTS, on s'était mis d'accord sur ces besoins que vous aviez, nous, on les a traduits de cette façon. Maintenant, quels sont, donc avec ces outils de mesure, donc quelque part, on s'est engagé sur une solution, quelles sont les limites que vous nous fixez? Donc, on va discuter avec le client de ces limites.
par rapport à ces limites, par rapport au calcul de moyenne, comme on a pu le voir là, si la moyenne est le bon outil, de moyenne et de déviation standard, la déviation standard c'est le sigma, la quantité de variation, on va calculer, comme on vient de le faire, des risques. D'accord? Donc là, je viens de vous montrer un calcul de risque, ici il y en a d'autres. Les métriques ne sont pas toujours les mêmes, des fois ce sont des pourcentages, alors ce ne sera pas la gaussienne qu'on va utiliser, c'est une autre distribution, ça s'appelle la binomiale. Mais bref, on calcule des risques à chaque fois. Ces risques, on peut faire un total des risques pour tout le projet. Donc là, si vous voulez, pour ce projet-là, en prenant en compte le poids de chacun des métriques, des CTQ, des 5 CTQ qu'on s'était proposé d'adresser, on a un risque dans le pilote que l'on a fait de 7,8%. On a un risque, si vous voulez, d'erreur de 7,8%. Ça, c'est une première information que je vous donne. Et on peut également montrer deux autres choses. Donc ici, un diagramme radar sur les 5 axes, d'accord, les 5 CTQ que l'on s'était proposé dans la maison de qualité au départ. Donc on a une première, si vous voulez, vue globale de ce qu'on est capable de faire. Donc on voit qu'ici, sur certains aspects, on est moins bon. Donc sur l'âge du stock, sur le delta, sur le benchmarking que l'on fait, on est un peu moins bon. Et on intègre, et ça c'est la partie, je pense, la plus puissante de la carte de contrôle, la scorecard, c'est qu'elle permet d'intégrer toutes ces valeurs qui peuvent, tous ces CTQ, tous ces axes, qui peuvent être contradictoires en un seul chiffre, qu'on appelle la désidérabilité. Difficile à dire. Désidérabilité. D'accord? Notre désir, si vous voulez. Le désir client. Et on a un chiffre qui combine le désir client. Donc là, on voit que on répond aux besoins clients à 78%. Par rapport aux choix qui ont été faits. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on parle de passage de porte, des phase gates, par exemple, quand on fait du Lean ou du Six Sigma, quand vous faites, je vous disais tout à l'heure que nous sommes forts de proposition. Donc on propose des solutions, des concepts. Lors du passage de porte, par exemple, avec la direction, lorsque l'on propose une solution, on a un calcul de désidérabilité. Donc le client, oui, le board, ce sont nos clients, si vous voulez, internes. S'ils nous font une autre proposition, nous disons, tu devrais essayer telle chose ou telle chose, d'accord, parce qu'ils ne sont pas convaincus par ce qu'on leur propose, on pourra de la même façon compiler les données pour avoir un nouveau calcul de désidérabilité et voir si ça va dans le bon sens. Parce que si vous voulez, vous pouvez augmenter la qualité, mais dégrader la quantité. Vous voyez, je parle toujours de quantité et qualité, si vous voulez, vous avez toujours ces aspects-là. Ou coût, délai et livraison, si vous voulez. D'accord? Il y a tout, c'est toujours un compromis. La désidérabilité nous permet de combiner ces valeurs-là en un seul chiffre. Ça, c'est facile à lire. Et ça, on peut le mettre aussi au niveau graphique. On peut le mettre sur une carte de contrôle et voir ce que ça donne. Donc, quand on fait des propositions, on peut voir ça va dans le bon sens ou ça va dans le mauvais sens. Là, c'est un exemple de calcul de désidérabilité, mais ça peut être utilisé, les mathématiques qui sont derrière, dans, si vous voulez, quelle que soit l'application. C'est toujours un outil de prise de décision. Donc ça, c'est un peu le côté sympa de la scorecard. Maintenant, on va passer au côté produit. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé du client. C'était la maison de la qualité, c'était le choix de déterminer les CTS, les traduire en CTQ, leur donner un poids, etc. et des limites. Dans un deuxième temps, on a parlé de process. On a fait un petit exercice. On a vu la différence entre le push et le pull. D'accord? On a vu que ça fonctionnait bien avec des vraies données. On a vu aussi comment on pouvait les utiliser statistiquement pour savoir pour valider en fait l'idée, pas seulement sur des moyennes, mais aussi en prenant en compte la variation. Et finalement, on va voir dans cet exemple-là, qui est plus théorique parce que ça demanderait beaucoup plus de travail et on n'aura pas le temps, donc ça va sortir du cadre. Je vous montre rapidement ce que l'on fait quand on doit développer un produit en utilisant ces méthodes. Donc là, l'idée, ce serait, une idée supplémentaire de l'équipe de direction, ce serait de se dire, d'accord, super, ça marche, mais on va pousser le bouchon. On va, plutôt que d'avoir un gars qui passe dans les lignes et qui remplit le caddie pour le client, pour le préparant, on va avoir un robot
qui va, si vous voulez, ça existe hein, dans les stocks, c'est pas quelque chose de nouveau, un robot qui vient chercher directement dans les rayons les produits. On peut imaginer que le client, lui, a accès seulement à un seul côté, et puis de l'autre côté, il y a un robot qui travaille avec une sécurité. D'accord, j'ai pris ces photos-là sur Internet. Donc ça existe. Et donc le robot automatiquement remplit, prépare la commande, donc ce sera plus efficace. Mais ça, c'est toujours pareil, il faut, comment dire, c'est un produit, il faut le développer correctement. Donc, nous, on va avoir une approche que l'on appelle système pour garantir que l'on pense à tout, que l'on fait notre devoir, comme je vous disais tout à l'heure, que l'on pense à tout avant de développer, comme ça, un gars dans un coin qui développe un produit, et puis ensuite, on a plein de problèmes de fiabilité ou de maintenance. Donc, on va avoir une succession d'outils pour détailler au maximum les choses importantes. On ne va pas tout détailler, mais on va détailler les choses qui sont importantes. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les outils, je vais vous parler par exemple du boundary diagram. Donc, boundary, c'est la limite. Parce que, pourquoi je fixe une limite? Parce que je vais considérer le développement d'un morceau, d'un objet. Parce que je peux donner un objet à développer à une équipe et un autre objet à développer à une autre équipe. Ce que je veux, c'est qu'une fois que je les rassemble à la fin, que ça marche. Donc il faut que je réfléchisse déjà, au départ, à ce qui est nécessaire pour cet objet, de quoi il a besoin pour pouvoir fonctionner, et qu'est-ce qu'il va délivrer. Donc, quelles sont les fonctions attendues de cet objet, d'accord, de ce sous-système, vous l'appelez comme vous voulez, de ce composant. Quelles sont les fonctions attendues? Quelles sont les fonctions subies? Parce que cet objet me donne une fonction, mais en fonction de la technologie que j'ai choisie, il va me délivrer d'autres fonctions qui ne sont peut-être pas intéressantes pour moi. Une ampoule me délivre de la lumière, mais de la chaleur. Bon, si je suis en Suède, comme je disais la semaine dernière, ça peut être intéressant, mais en hiver, en été, peut-être pas. D'accord? Avec la technologie LED, c'est autre chose. Mais une technologie à filament, on peut imaginer voilà, deux fonctions, une qui m'intéresse et une que je vais subir. Et celle que je vais subir, elle peut me poser des problèmes technologiques. Peut-être qu'elle va faire chauffer l'appareil et puis, du coup, me créer des pannes. Donc, pour chacun des objets, donc il y a des limites. Alors la limite, ça peut être la limite globale, ça peut être la limite de chacun des objets. Je vais devoir définir les fonctions. Qu'est-ce qui rentre dans l'objet et qu'est-ce qui en sort? Et quels sont les paramètres qui permettent à cet objet de fonctionner? D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Donc si j'en extrais un de ces objets, je me dis, bah voilà, cet objet, je vais le construire, je vais le développer, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les fonctions qui en sortent. Bon, puis il y a peut-être des fonctions subies. Il faut que je les note aussi, parce qu'elles vont peut-être me poser des problèmes. Maintenant, comment il fonctionne? Ben, il fonctionne parce qu'il a de l'énergie rentrante, d'accord, qui peut elle aussi fluctuer, varier. Là, vous voyez l'intérêt de l'utilisation des outils. Je vous ai donné juste une application. Mais c'est partout, en fait. Donc, il y a une énergie entrante. Il me donne quelque chose en sortie en fonction de certains X, d'accord, de certains paramètres. Et donc, ce travail-là que je vais faire avec mon équipe de développement, je n'ai pas besoin... Je ne me suis pas encore engagé sur une technologie. Si vous voulez, tout est intellectuel pour l'instant. Je le fais que avec du papier et du crayon. Donc, bien sûr qu'il y a du temps qui est passé en amont. Mais ce temps que je passe en amont va me permettre, en fait, de couvrir des modes de défaillance, d'éviter des modes de défaillance par la suite. Donc, si vous voulez, il y a un basculement dans l'entreprise. Là où aujourd'hui, je vais avoir, disons, sur 100 ingénieurs, 100 personnes qui vont développer le produit, je parle d'ingénieurs, j'en suis un, mais pas forcément des ingénieurs, enfin les gens qui vont développer le produit, si j'en prends 100, typiquement on en a 15 en amont et 85 en aval, à fixer les problèmes, quoi, aller sur le terrain, à essayer de faire en sorte de payer le coût aux clients, pour qu'ils restent avec nous, d'accord, à mettre des bouts de sparadrap un peu partout. Avec cette méthodologie-là, c'est le contraire, si vous voulez. J'en ai 85 en amont et 15 en aval. 15 en aval parce qu'il y a toujours, si vous voulez, un risque, il y a toujours des choses qui vont se passer, mais c'est un risque qui est géré. Mais il faut qu'il y ait, si vous voulez, stratégiquement au niveau de l'entreprise, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Pas dire, je vais donner 85% de travail aux gens du développement sans leur donner, si vous voulez, les moyens. Il y a un basculement qui doit se faire. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il doit y avoir une prise de conscience. Donc ici, juste pour la petite histoire, DP, ça veut dire design par la méthode. Donc si vous voulez, ce sont les X qui vont permettre, grâce à cette énergie, de transformer cette énergie
en sortie fonctionnelle. Et puis S au carré, là, c'est la variation. C'est-à-dire, je vais poser à chaque fois la question, d'accord, tu me dis que le filament, pour reprendre l'exemple de l'ampoule, le filament délivre de la lumière et de la chaleur. D'accord, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc, la personne qui a fait le développement dit que le filament, il doit faire telle longueur. D'accord, telle longueur veut dire telle résistance, veut dire telle émission sous tel voltage, veut dire telle émission de lumière. D'accord? Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on n'est pas capable, tout au début de cette discussion, on n'est jamais capable de décider d'une valeur nominale, si vous voulez. On peut dire que ça doit faire 1 cm, mais ça ne fera jamais 1 cm. Je veux dire, c'est impossible, 1 cm, ça n'existe pas. C'est juste un chiffre qui est écrit sur un bout de papier, mais dans la réalité, ça n'existe pas. On aura 0,999 quelque chose, ou on aura 1, quelque chose, tout dépendra de la précision, mais 1 n'existe pas. Donc il y a de la variation. Donc à chaque fois que je vais construire mon ampoule, je vais avoir des filaments un peu plus gros, un peu plus petits, un peu plus longs, un peu plus maigres, avec du tungstène de plus ou moins bonne qualité, donc je ne vais pas avoir la même lumière. Et si cette fonction est critique pour le client, ben, j'aurai de la variation. Donc je vais me poser la question en amont, par rapport à cette valeur nominale que je voudrais atteindre, quelle est la quantité de variation qu'elle va avoir, cette X. Et ça peut être critique.